Paris, un soir d'automne où le ciel se teinte de pourpre et d'or. Élise, assise à la table de la cuisine, sent son cœur battre à tout rompre. Elle regarde sa fille, Clara, 11 ans, dessiner des étoiles sur un cahier, ignorant que ce soir, tout va changer. Clara, ma chérie, il faut qu'on parle. Sa voix tremble, mais elle force un sourire. Clara lève les yeux, intriguée, ses crayons suspendus. Élise inspire profondément. Je ne suis pas tout à fait celle que tu crois. Les mots, lourds comme des pierres, tombent dans le silence. Clara fronce les sourcils, son innocence enfantine soudain fissurée. Papa quoi? Demande-t-elle, sa voix vacillante. Élise, née Étienne, sent une vague de panique l'envahir. Elle a attendu ce moment pendant des années, espérant que l'amour de sa fille triompherait. Mais la réponse de Clara, brutale, la fige, j'aurais préféré mourir que d'entendre ça. Le choc coupe le souffle d'Élise. Elle veut tendre la main, mais Clara recule, les yeux pleins de larmes, avant de courir s'enfermer dans sa chambre. La porte claque, un écho qui résonne dans le cœur d'Élise comme une condamnation. Elle reste seule, entourée des vestiges d'une vie qu'elle a tenté de construire avec honnêteté, mais qui semble s'effondrer. Élise, 34 ans, est une femme transgenre, une vérité qu'elle a longtemps gardée enfouie. Née Étienne dans une petite ville de Provence, elle a grandi dans une famille où les traditions pesaient plus lourd que les désirs individuels. À 20 ans, elle s'était mariée avec Sophie, la mère de Clara, dans une tentative désespérée de correspondre à ce que le monde attendait d'elle. Mais à l'intérieur, elle savait qu'elle vivait une vie qui n'était pas la sienne. Après la mort soudaine de Sophie dans un accident de voiture il y a 5 ans, Élise a décidé de faire face à sa vérité. Elle a entamé sa transition, changeant son prénom, son apparence, et apprenant à s'aimer pour ce qu'elle était vraiment. Mais révéler cela à Clara, sa fille adorée, était la dernière étape, la plus terrifiante. Dans le salon, les photos de famille encadrées semblent la juger. Élise se lève, les jambes lourdes, et s'approche de la porte de Clara. Elle pose une main hésitante sur le bois, murmurant « Ma puce, je t'aime, quoi qu'il arrive ». Pas de réponse. Juste le silence, cruel et tranchant. Le lendemain, à l'école, Clara est distante. Ses amis remarquent son air absent, mais elle ne dit rien. Dans sa tête, les mots de son père, ou plutôt de sa mère, comme Élise veut maintenant être appelée, tournent en boucle. Elle ne comprend pas. Comment son père, cet homme fort qui lui lisait des histoires, qui l'emmenait au parc, pouvait-il être quelqu'un d'autre? Elle se sent trahie, comme si on lui avait volé son passé. De son côté, Élise lutte pour garder la tête haute. Elle travaille comme libraire dans une petite boutique du Marais, un quartier vibrant où elle a trouvé refuge parmi des âmes aussi diverses qu'elle. C'est là qu'elle a rencontré Minji, une femme coréenne de 32 ans, venue à Paris pour enseigner la littérature asiatique à la Sorbonne. Minji, avec son rire chaleureux et son regard perçant, est devenue plus qu'une amie. Leur relation, encore naissante, est un secret qu'Élise garde précieusement, de peur que Clara ne le rejette aussi. Minji, assise dans un café proche de la librairie, écoute Élise lui raconter la scène de la veille. Elle a dit qu'elle préférerait mourir, Minji. Ma propre fille. Les larmes coulent sur les joues d'Élise, et Minji pose une main douce sur la sienne. Elle est jeune, Élise. Elle a besoin de temps. Mais dans le regard de Minji, Élise lit une autre peur, celle d'être un jour rejetée elle aussi, non pas par Clara, mais par une société qui, même à Paris, peut être cruelle envers celles qui aiment différemment. Le soir, Élise tente à nouveau de parler à Clara. Elle toque doucement à sa porte, un plateau de chocolat chaud dans les mains, une vieille tradition entre elles. « Clara, je peux entrer. » Un murmure à peine audible, « D'accord. » Clara est assise sur son lit, entourée de peluches, son visage fermé. Élise s'assoit à ses côtés, cherchant les mots justes. « Je suis toujours la même personne, Clara. Celle qui t'a toujours aimé. Je veux juste être honnête avec toi, avec moi-même. » Clara baisse les yeux, triturant une peluche. « Mais pourquoi tu changes tout? Pourquoi tu peux pas juste être normal ?» Ce mot « normal » transperce Élise. Elle veut crier que l'amour, l'identité, ne se plie pas aux normes, mais elle se retient.
Elle sait que Clara est une enfant, prisonnière de ses peurs et de son incompréhension. « Je ne change pas qui je suis au fond, ma chérie. J'essaie juste d'être heureuse, pour pouvoir t'aimer encore mieux. » Clara ne répond pas, mais elle ne repousse pas le chocolat chaud. C'est un petit pas, fragile, mais Élise s'y accroche comme à une bouée. Elle sait que le chemin sera long, semé de doutes et de blessures, mais elle refuse d'abandonner. Pas pour elle, pas pour Minji, mais pour Clara, pour qu'un jour, elle comprenne que l'amour, sous toutes ses formes, est ce qui fait d'eux une famille. Dans les jours qui suivent, la tension dans l'appartement est palpable. Clara évite les conversations, répond par monosyllabes, et Élise sent son cœur se briser un peu plus à chaque regard fuyant. Mais elle persévère. Elle emmène Clara à l'école, lui prépare ses plats préférés, tente de maintenir une routine. Pourtant, chaque soir, elle s'effondre dans les bras de Minji, confessant ses peurs, et si elle ne m'accepte jamais. Minji, elle, porte ses propres blessures. Venue de Séoul, où l'amour entre femmes est encore tabou, elle a fui une famille qui ne comprenait pas son identité. À Paris, elle pensait avoir trouvé la liberté, mais la réaction de Clara lui rappelle que l'acceptation est un combat universel. Elle aime Élise, profondément, mais elle craint que leur relation ne devienne un fardeau supplémentaire pour Clara. Un après-midi, alors qu'Élise est au travail, Clara découvre une lettre dans un tiroir. Une lettre que Sophie, sa mère, avait écrite à Élise avant sa mort. « Étienne, sois toi-même, quoi qu'il arrive. Clara t'aimera toujours. » Les mots frappent Clara comme une vague. Sa mère savait-elle? Était-ce un message pour aujourd'hui? Les larmes montent, et pour la première fois, Clara ressent autre chose que de la colère. Une lueur de compréhension, fragile mais réelle. Clara, serrant la lettre contre sa poitrine, sent une tempête d'émotions l'envahir. Les mots de sa mère, écrits avec tant d'amour, résonnent comme un écho du passé, un pont entre ce qu'elle croyait savoir et la réalité qu'elle doit maintenant affronter. Elle repose la lettre, son esprit tourbillonnant, et décide de ne rien dire à Élise pour l'instant. À la librairie, Élise range des livres, mais son esprit est ailleurs. Elle pense à Clara, à la distance qui grandit entre elles, et à Minji, dont la patience et le soutien sont devenus son refuge. Pourtant, elle sent que sa relation avec Minji complique tout. Elle n'a pas encore osé la présenter à Clara, craignant que l'idée d'une belle-mère, et pire, d'une femme aimant une femme, ne soit trop pour sa fille. Elle soupire, rangeant un roman de Marguerite Duras, et murmure à elle-même « Comment puis-je lui demander d'accepter qui je suis si je ne lui montre pas tout ?» Ce soir-là, Minji vient dîner à l'appartement. Élise a hésité, mais elle veut croire que Clara est prête à rencontrer quelqu'un d'important pour elle. Minji arrive avec un bouquet de fleurs sauvages, son sourire doux contrastant avec la nervosité dans ses yeux. Clara, assise à table, observe cette femme étrangère avec méfiance. « Bonsoir, Clara », dit Minji en français, son accent coréen ajoutant une chaleur inattendue. Clara marmonne un « bonsoir » et baisse les yeux sur son assiette. Le dîner est tendu. Élise tente de détendre l'atmosphère en racontant des anecdotes sur la librairie, mais Clara reste silencieuse. Minji, sentant le malaise, parle de son enfance à Séoul, des cerisiers en fleurs et des marchés animés. Là-bas, on apprend à cacher beaucoup de choses, dit-elle doucement, ses yeux croisant ceux de Clara. Mais parfois, il faut être courageux pour montrer qui on est vraiment. Clara lève les yeux, surprise par la vulnérabilité dans la voix de Minji. Pour la première fois, elle se demande ce que cette femme a dû traverser. Après le dîner, alors que Minji aide Élise à laver la vaisselle, Clara s'approche timidement. « Tu viens vraiment de Corée ?» demande-t-elle. Minji sourit, soulagé. « Oui, de Séoul. Tu veux voir une photo ?» Elle sort son téléphone et montre à Clara une image de la rivière Han scintillant sous les lumières de la ville. Clara, fascinée, pose des questions, et pour un instant, la tension s'apaise. Mais cette trêve est de courte durée. À l'école, Clara entend des murmures. Un camarade, ayant surpris une conversation entre parents, ricane. « Ton père, il se prend pour une femme maintenant. » Les rires fusent, et Clara sent la honte l'envahir. Elle rentre chez elle en pleurs, refusant de parler à Élise. « Tu m'as humiliée.
crie-t-elle avant de s'enfermer dans sa chambre. Élise, dévastée, se tourne vers Minji, qui l'enlace. Elle a besoin de temps, murmure Minji, mais ses propres doutes refont surface. Et si elle, Minji, était une complication de trop? Le lendemain, Élise décide de parler à l'école. Elle rencontre la directrice, une femme d'une 50aine d'années, ouverte mais prudente. « Madame, nous veillons à ce que tous les élèves se sentent en sécurité, dit-elle. Mais vous devez comprendre que certains parents, Élise l'interrompt, la voix ferme, ma fille n'a pas à payer pour mon identité. Je veux qu'elle soit protégée. La directrice promet d'agir, mais Élise sait que les mentalités ne changent pas en un jour. De retour à la librairie, Élise trouve refuge dans les livres. Elle lit des poèmes de Sappho, cherchant du réconfort dans des mots vieux de siècles. Minji la rejoint, et elle parle longuement de leurs peurs, de leurs espoirs. En Corée, j'ai dû quitter ma famille pour être moi-même, confie Minji. Mais toi, Élise, tu as Clara. Elle est ta force, même si elle ne le sait pas encore. Clara, de son côté, commence à poser des questions. Elle fouille sur Internet, cherchant à comprendre ce que signifie être transgenre. Elle tombe sur des témoignages, certains émouvants, d'autres effrayants. Elle lit sur la dysphorie, sur le courage qu'il faut pour vivre sa vérité. Une phrase la marque, être soi-même, c'est le plus grand acte d'amour. Elle pense à sa mère, à la lettre, à Élise. Et si elle avait tort de rejeter son père, sa mère, si vite? Un soir, Clara sort de sa chambre et trouve Élise sur le canapé, un album photo ouvert. Ce sont des souvenirs de Sophie, de leurs premières années avec Clara. Elle me manque aussi, tu sais, dit Élise, la voix brisée. Clara s'assoit, hésitante. Elle savait? Pour toi? Élise hoche la tête. Elle m'a toujours dit d'être honnête. C'est pour ça que je t'ai parlé. Clara ne dit rien, mais elle pose sa tête sur l'épaule d'Élise, un geste qui vaut 1000 mots. Les semaines passent, et un fragile équilibre s'installe. Clara commence à poser des questions à Élise, timide mais sincère. Ça fait quoi, de se sentir différente? Demande-t-elle un soir, jouant avec une mèche de ses cheveux. Élise, surprise, choisit ses mots avec soin. C'est comme vivre dans un costume qui n'est pas le tien. Tu l'enlèves et tu te sens enfin libre, mais parfois, les autres ne comprennent pas. Clara hoche la tête, absorbant les mots, mais une part d'elle lutte encore avec l'idée que son père n'est plus tout à fait celui qu'elle connaissait. À l'école, les choses s'améliorent légèrement. La directrice a organisé une réunion avec les parents pour discuter de la diversité et de l'inclusion. Certains sont réceptifs, d'autres murmurent leur désaccord, mais Clara sent que les moqueries diminuent. Pourtant, elle garde ses distances avec Élise en public, par peur du jugement. Élise le remarque et, bien que cela la blesse, elle ne force rien. Elle sait que l'amour ne se gagne pas par la contrainte. Minji, de son côté, devient une présence régulière. Elle apporte des gâteaux coréens, apprend à Clara des mots en angoul et partage des histoires sur sa vie à Séoul. Clara, d'abord méfiante, commence à apprécier Minji. Un jour, alors qu'elle prépare des crêpes ensemble, Clara demande « Toi et Élise, vous êtes amoureuses ?» Minji rougit, surprise par la franchise de la question. « Oui, » répond-elle doucement, « mais seulement si tu es d'accord avec ça. » Clara fronce les sourcils, pensive, mais ne répond pas. Un incident vient bouleverser cet équilibre précaire. Lors d'une sortie scolaire au Louvre, Clara entend un groupe d'élèves plus âgés plaisanter sur les gens comme son père. Furieuse, elle les confronte, les joues rouges de colère. « Vous ne savez rien de ma famille !» crie-t-elle avant de s'enfuir, les larmes aux yeux. L'enseignante, alertée, appelle Élise, qui accourt au musée. En voyant Clara, recroquevillée près d'une statue, Élise s'agenouille et la serre dans ses bras. « Je suis là, ma puce. » Clara, pour la première fois depuis des semaines, ne la repousse pas. Ce moment marque un tournant. Clara commence à parler plus ouvertement avec Élise. Elle lui confie ses peurs, son sentiment de perte. « J'ai l'impression que tu n'es plus mon papa », avoue-t-elle. Élise, le cœur lourd, répond « Je suis toujours ton parent, Clara. Juste sous une forme différente. » Ces conversations,
bien que douloureuse, tisse un lien nouveau entre elles. Minji, elle, lutte avec ses propres démons. Un appel de sa mère, restée à Séoul, la replonge dans ses souvenirs. « Quand rentres-tu » demande sa mère, ignorant toute sa vie à Paris. Minji raccroche, le cœur serré. Elle confie à Élise son sentiment d'être déchirée entre deux mondes. En Corée, je ne pourrai jamais être avec toi au grand jour. Ici, j'ai l'espoir, mais Élise l'interrompt d'un baiser doux. On construira cet espoir ensemble. L'hiver arrive à Paris, et avec lui, une douceur inattendue dans la relation entre Élise et Clara. Les soirées sont remplies de petits rituels, devoirs ensemble, films sous une couverture, et parfois, des discussions sur l'avenir. Clara commence à appeler Élise « maman » par moments, un mot qui fait fondre le cœur d'Élise à chaque fois. Mais les blessures ne disparaissent pas complètement. Clara pose encore des questions, parfois brutales. « Pourquoi tu ne m'as pas dit avant ?» Élise répond avec patience, expliquant son propre cheminement, sa peur de perdre l'amour de sa fille. Minji, de plus en plus intégré dans leur vie, organise une sortie au marché de Noël des Champs-Élysées. Clara, émerveillée par les lumières et les odeurs de vin chaud, rit pour la première fois depuis longtemps. Minji lui achète une étoile en bois sculpté, un cadeau simple qui devient un trésor pour Clara. Ce soir-là, en rentrant, Clara dit à Élise « Minji est gentille. Je l'aime bien. » Élise, émue, serre sa fille dans ses bras, sentant que l'acceptation, bien que fragile, prend racine. Pourtant, un nouveau défi se profile. La famille d'Élise, restée en Provence, veut passer Noël avec elle. Élise sait que ses parents, conservateurs, n'ont jamais pleinement accepté sa transition. Elle craint leur réaction face à Minji et l'impact sur Clara. Après une longue discussion, elle décide d'inviter ses parents à Paris, espérant qu'ils verront l'amour qui unit sa nouvelle famille. Le jour de Noël, l'appartement est décoré de guirlandes et d'un sapin scintillant. Clara, excitée, aide Minji à préparer un dîner mêlant traditions françaises et coréennes. Lorsque les parents d'Élise arrivent, l'atmosphère est tendue. Sa mère, Colette, observe Minji avec méfiance, tandis que son père, Paul, reste silencieux. Pendant le dîner, Colette lance « Étienne, tu crois vraiment que c'est une vie pour Clara ?» Élise, blessée, répond calmement « Je m'appelle Élise maintenant. » Et oui, c'est une vie d'amour. Clara, entendant cela, prend la main d'Élise sous la table, un geste qui donne à Élise la force de continuer. Le dîner de Noël marque un point de rupture. Paul, le père d'Élise, se lève brusquement, prétextant un malaise, et quitte la table. Colette suit, murmurant des excuses. Élise, dévastée, sent le poids des années de rejet ressurgir. Clara, voyant les larmes dans les yeux de sa mère, se lève et court après ses grands-parents. « Vous ne comprenez pas » crie-t-elle dans l'escalier. « Maman est heureuse maintenant, et moi aussi. » Ces mots, prononcés avec une conviction d'enfant, touchent Colette, qui s'arrête, les larmes aux yeux. De retour à l'appartement, Colette s'excuse. « C'est difficile pour nous, » avoue-t-elle. « Mais je vois que Clara t'aime. » Paul, plus réservé, hoche la tête. Ce n'est pas une acceptation totale, mais c'est un début. Minji, discrète pendant l'échange, serre la main d'Élise, un sourire rassurant sur les lèvres. Les mois suivants, Clara devient plus confiante. À l'école, elle parle ouvertement de sa famille, défiant les moqueries avec une maturité surprenante. Elle commence même à poser des questions sur la culture coréenne, fascinée par les histoires de Minji. Un jour, elle demande « Minji, tu vas rester avec nous ?» Minji, ému, répond « Si vous voulez de moi, oui. » Clara sourit, un sourire qui scelle un lien naissant. Élise, elle, trouve un nouvel équilibre. Elle s'investit dans une association pour les droits des personnes transgenres, partageant son histoire pour aider d'autres. Minji l'accompagne, apportant son propre témoignage sur la vie en tant que femme lesbienne d'origine coréenne. Ensemble, elles construisent un avenir où l'amour, malgré les obstacles, triomphe. Le printemps arrive, et avec lui, un renouveau. Clara, maintenant plus à l'aise avec l'identité d'Élise,
commence à l'appeler « maman » sans hésitation. Elle invite même Minji à une fête d'école, présentant fièrement la copine de ma maman. Les regards curieux des autres parents ne la dérangent plus. Elle a appris que l'amour de sa famille vaut plus que les jugements. Élise, encouragée par le courage de Clara, décide d'écrire un livre sur son parcours. Elle y raconte son enfance en Provence, sa lutte intérieure, sa transition et surtout l'amour indéfectible pour sa fille. Minji l'aide à structurer ses idées, apportant une touche poétique inspirée de la littérature coréenne. Le manuscrit, bien que loin d'être terminé, devient une source d'espoir pour Élise, un moyen de transformer sa douleur en inspiration. Un jour, Clara surprend Élise en lui offrant un dessin. Une famille, avec Élise, Minji et elle, sous un cerisier en fleurs. « C'est nous », dit Clara, un sourire timide aux lèvres. Élise, les larmes aux yeux, serre sa fille contre elle. « Oui, c'est nous », murmure-t-elle. L'été arrive, et Élise, Clara et Minji partent en vacances en Bretagne. Sur une plage balayée par le vent, elles construisent un château de sable, riant comme une famille unie. Clara, courant vers les vagues, crie « Maman, Minji, venez !» Élise et Minji échangent un regard, leurs mains entrelacées. Pour la première fois, Élise se sent complète, non pas parce que le monde l'accepte, mais parce que sa fille l'aime pour qui elle est. De retour à Paris, Élise reçoit une lettre de ses parents. Ils s'excusent pour leur silence passé et demandent à passer du temps avec Clara. C'est un pas vers la réconciliation, fragile mais réelle. Minji, elle, reçoit une offre pour enseigner à Séoul. Elle hésite, mais Élise et Clara la convainquent de rester. « Tu fais partie de notre famille », dit Clara, et ces mots scellent leur lien. L'histoire se termine dans le parc où tout a commencé. Élise, Clara et Minji sont assises sur le même banc, regardant le coucher du soleil. Clara, tenant la main de ses deux mères, dit doucement « Je suis fière de vous ». Élise, les larmes aux yeux, sait que le chemin a été douloureux, mais que l'amour, sous toutes ses formes, a triomphé. Dans ce moment, elle comprend que le vrai courage n'est pas de changer le monde, mais de changer un cœur, celui de sa fille et le sien propre.